La lecture, nourriture de l'esprit, vrai moyen de culture. C'est un plaisir pour moi de vous servir sur la télévision nationale, mesdames et messieurs, à travers l'émission Belles Lettres. Merci de votre fidélité. Bonsoir à vous et bienvenue dans cet autre numéro. Aujourd'hui, messieurs, mesdames, nous allons aborder avec délicatesse et franchise un sujet concernant la jeune fille. Nous nous intéressons à un livre d'adolescent intitulé « En attendant la lune ». Et l'auteur de ce livre n'est autre que Mabeti Souma. Avec elle, bien sûr, messieurs, mesdames, vous comprendrez réellement c'est quoi la puberté chez la jeune fille, à quel moment la jeune fille, en tout cas, sent la puberté et quand c'est la puberté, comment est-ce qu'elle doit se comporter, comment est-ce qu'elle doit agir, comment est-ce qu'elle doit se vêtir. Et donc, je vous invite simplement à rester serein car d'un moment à un autre, nous serons sur ce plateau avec notre invité du jour. La lecture, nourriture de l'esprit, vrai moyen de culture. Bonjour Mabeti. Bonjour Gadieto. Et bienvenue dans les Belles Lettres sur la télévision nationale. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'avoir en tant que femme écrivaine dans cette émission parce qu'il faut reconnaître quand même que rares sont ces femmes-là qui s'investissent beaucoup plus dans la littérature. En tout cas, c'est un plaisir pour moi aussi et tout ce que tu fais pour la littérature, pour la promotion de la culture, de la littérature, des livres, c'est aussi un plaisir. Ça nous encourage à aller de l'avant, à écrire beaucoup plus de livres. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Dans ce cas, le plaisir est partagé en tout cas dans cette émission. Alors, je l'ai dit à l'entame même de cette émission, le livre du jour, c'est En attendant la lune. Oui. Mais on peut quand même voir clairement sur la couverture de ce livre plusieurs têtes d'êtres humains. Mais après les êtres humains, il y a aussi des animaux qui sont représentés. Oui. Et donc, pourquoi justement faire ce petit mélange en tout cas entre les hommes et les animaux sur la couverture de ce livre? En fait, ce que je peux dire sur le livre, ça a été carrément le travail de l'éditeur. Moi, je n'ai fait que raconter l'histoire et ils se sont inspirés de ce qui est raconté dans le livre pour représenter les hommes, le papa, la fille, la grand-mère qui raconte. Et il y a une histoire qui porte sur le cheval dans le livre. C'est pourquoi ils ont représenté l'image du cheval sur le livre. Donc, tu vois sur le livre qu'il y a un labyrinthe que la jeune fille suit. Donc, c'est à peu près un peu ça. C'est la maison d'édition qui l'a fait. Je ne me suis pas trompée alors en te posant cette question. Oui. Parce qu'il faut reconnaître qu'en général, la couverture du livre véhicule ce que vraiment l'auteur exprime dans le livre. Et exactement. je pense que ça doit se passer comme ça quand même. Oui. Mais comme je l'ai dit, le titre en fait c'est « En attendant la lune Oui. ». Mais de quelle lune s'agit-il? C'est la première fois d'entendre la lune que je sais, il faut regarder les cieux en tout cas pour pouvoir constater qu'on a la une lune. lune. Mais quand on attend la lune, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut savoir déjà de quelle lune s'agit-il? Bon, vous savez, dans nos langues nationales, chacun essaye de parler des règles dans sa langue. Okay. Et quand tu essaies de faire la traduction littérale, c'est la lune. Parce qu'en Soussou, par exemple, on dit Kikewali. Je ne sais pas comment les Peuls le disent et comment les Malinké le disent. Ben, en fait, en Soussou, on dit Kikewali. Donc, Kike, ça veut dire les règles. Tu vois, on dit Abara Kikewali, ça veut dire tu es en règle en fait. Oui. Donc au lieu de mettre carrément sur le titre En attendant les règles, on met En attendant la lune. Ouais, parce que justement, c'est quand même plus beau. Hein? C'est plus beau hein? et c'est plus beau, c'est plus poétique. Ouais. Et ainsi de suite, là, on a essayé de choisir ce titre-là. Il faut reconnaître quand même que dans ce livre, tu abordes le problème de puberté chez la jeune fille avec délicatesse et franchise surtout, il faut le reconnaître. Une façon quand même de tenter d'apporter une certaine solution au problème de ces jeunes filles, même s'il faut reconnaître quand même que ce n'est pas uniquement pour les jeunes filles. Parce qu'en général, il y a des sujets aussi qui sont débattus là-dedans qui peuvent quand même concerner toute une couche. Mais en fait, en attendant la lune, c'est vrai que ça part de la lune, mais comment Mabeti a essayé de raconter cela? Est-ce qu'elle a mis un personnage principal en avant? Comment ça s'est passé en fait? En fait, tu veux savoir comment j'ai eu l'idée de raconter bien sûr que oui, l'histoire? pas moi j'ai déjà lu le livre, mais le téléspectateur en tout cas qui nous suit présentement. En fait, vous savez, dans nos traditions, l'éducation sexuelle est un tabou. Et la puberté, les règles, c'est un tabou. Donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas raconter une histoire qui explique comment se passe ce processus, comment le corps se développe à l'adolescence,
Parce que c'est un âge très compliqué quand même. Ouais. On joue sur la psychologie, il y a l'affirmation de soi, il y a la découverte du corps, ainsi de suite. On se pose plusieurs questions. Et on n'a personne pour nous expliquer pourquoi ça se passe ainsi. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça nous arrive, pourquoi à un certain moment il faut mettre des couches, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, écoute, pourquoi pas raconter une histoire? Mais c'était juste, je ne pouvais pas raconter comme si je racontais un livre scientifique. Ouais. Comme je suis littéraire, j'ai essayé d'imaginer une histoire, mettre un personnage en avant, essayer de faire vivre des choses au personnage. Et tu sais, avec Marianne, elle est confuse, elle se pose plusieurs questions, elle est timide. Ces questions, c'est à elle-même, elle n'ose pas poser à une autre personne. Justement. Voilà, et il y a sa grand-mère à côté qui essaie quand même de lui expliquer. Mais les énigmes, au 29 siècle, en fait, on ne peut pas dire des choses avec des énigmes, ainsi de suite. Il faut aller directement au sujet. Il faut aller droit au but. Droit au but, ouais. Essayer d'expliquer pour que la personne comprenne ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait, s'il y a des choses que je n'ai pas franchement aimées dans l'attitude des parents, de l'entourage de la jeune fille, c'est ça. C'est-à-dire que je ne peux pas comprendre que vous avez une jeune fille à la maison qui est tourmentée, qui se pose autant de questions. Ouais. Vous êtes conscient qu'elle se pose des tas de questions. Vous en avez la réponse. Ouais. Au lieu de la soulager, ça n'a pas été le cas. On l'a laissée, en tout cas, dans ses pensées comme ça. Elle réfléchissait toute seule. Oui. Et finalement, elle est allée voir d'autres personnes qui lui disaient tant bien que mal des choses. C'était un peu compliqué justement, quand même. et si comme tu as déjà lu le livre et on ne va pas raconter tout aux spectateurs, bien sûr, on va pas tout parce dire, que sinon hein. ça va ils ne vont pas l'acheter, Ouais. et ainsi de suite. Ouais. Bon, c'est pas le côté promotion ou marketing du livre, mais on essaye plus ou moins de donner un résumé aux téléspectateurs pour qu'ils puissent aussi, à leur tour, essayer de prendre le livre et de lire jusqu'à la fin. Parce que ce qu'on dit peut-être, les sentiments qu'ils ont actuellement, quand ils prennent le livre, ce n'est pas le même sentiment qu'ils vont avoir en lisant le livre. Je te promets en fait que quel que soit le résumé que nous allons faire de ce livre sur ce plateau, c'est pas comme quand on prend et on se met à lire entre les lignes, Ah ouais, c'est pas possible. c'est C'est totalement juste différent. une façon que les téléspectateurs déjà aient une idée de ce que ce livre voudrait nous dire. Mais je pense aussi que de notre côté, on doit pouvoir débattre là-dessus pour que les uns et les autres comprennent déjà ce à quoi la plupart des jeunes filles sont confrontées. Justement. Parce qu'on a vu vraiment Marianne, excuse-moi, qui est l'héroïne de ton livre et tout, qui était vraiment perdue, qui était perplexe, qui s'est vue dans cette situation parce que toute sa vie, elle ne faisait qu'attendre. Pour elle, 15 ans, c'était tard. Étant donné qu'à l'époque, maintenant je peux comprendre, mais à l'époque, les jeunes filles partaient jusqu'à 15 ans avant de voir la lune. Voilà, mais c'est parce que tout simplement, elle n'a pas eu peut-être de bons conseillers ou de bons conseillers voilà. pour lui dire, écoute, l'espoir est encore permis. Oui, justement. Et en fait, Marianne, du fait qu'elle ne savait pas que quelque chose allait se passer dans sa vie, et elle écoutait à côté, parce qu'il y avait ses copines quand même qui venaient chaque jour pour dire, écoute, madame, je veux rentrer à la maison, j'ai vu la lune, ainsi de suite, je suis mal à l'aise, ou il y a une tache qui apparaît quelque part. Donc, elle se demandait, écoute, est-ce qu'elle était différente des autres? Tout ça, là, c'est un problème de communication. Et tu vois des choses en face, mais tu as du mal à les interpréter. Et ses camarades de tout le temps aussi, de tous les temps qui étaient là à ses côtés, qui étaient disponibles pour elle. Parce que ces dernières, à un certain moment donné, avaient cru en fait que Marianne ne voulait pas s'ouvrir à elle, pensant qu'elle préférait les écouter que de dire, que d'extérioriser ce qu'elle a en elle. Et finalement, elle était stigmatisée, elle était marginalisée, elle était toute seule. Et malheureusement, elle n'avait que sa grand-mère pour lui raconter des histoires. Oui, justement, et que ces histoires n'ont pas vraiment suffi pour qu'elle cesse de se poser des questions. Vous avez lu le roman, vous avez remarqué dans les difficultés, elle a été confrontée à plusieurs choses. Tantôt, on lui dit, écoute, les règles, il suffit d'un baiser pour être enceinte. Et ça, c'était une mauvaise information, c'était pas justement ça. Si, par contre, mais s'il y a un passage quand même qui m'a fait rire énormément, c'est ce passage-là. Parce qu'il faut rappeler que la plupart des jeunes filles, pour la première fois qu'elles embrassent un homme, peut-être que c'est à cause du plaisir qu'elles prennent pour la première fois, elles se disent qu'elles sont enceintes. Mais je pense que la plupart des jeunes filles passent par cette étape. Il y a ce sentiment au contact du corps de l'autre, parce que c'est une toute première fois et c'est un corps différent, assez dur à travers le corps de la femme. Donc ça te donne plusieurs imaginations et tu penses que tu es enceinte.
Tu as même vu dans le roman qu'elle a même rêvé, qu'elle se promenait avec son ventre dans une forêt où elle avait peur et qu'elle se réveille qu'elle était enceinte. Ouais. Je parie que presque toutes les jeunes filles sont passées, enfin toutes les filles adolescentes en tout cas qui ont embrassé un homme pour la première fois, qui n'était pas du tout informé de comment les choses se passent et tout. Est-ce que la grossesse peut se contracter uniquement par un simple baiser? Est-ce que la grossesse se contracte tout autrement? Ben, en général, les enfants non informés ont toujours pensé, après un baiser pour la première fois, qu'en tout cas, franchement, c'est une grossesse qui est là. J'ai beaucoup ri parce que ça m'a fait vraiment penser à quelque chose que je ne vais pas dire ici maintenant. Mais c'est pour dire combien de fois, si un enfant n'est pas informé, combien de fois il peut être tourmenté. Il faut vraiment qu'on arrête ce tabou-là et c'est ça l'objectif du livre. Je me suis dit, il faut raconter une histoire, un personnage qui vit la même chose que toutes les jeunes filles et essayer quand même plus ou moins de donner ces informations, de dire aux jeunes filles, écoute, à l'âge adolescent, vous allez changer de corps parce que vous allez rentrer vous allez devenir femme. Et ce n'est pas comme quand tu es adolescente et tu as vu avec Marianne qui était mince, qui n'avait pas de sein, qui ne s'intéressait pas au soutien-gorge parce qu'on met le soutien-gorge sur les seins. Mais s'il n'y a pas de sein, s'il n'y a pas de sein, on n'en a pas besoin. Donc elle était là, elle se posait ces questions. Pourquoi elle était encore mince? Pourquoi elle n'avait pas de sein? Pourquoi ces règles dont on parle, je veux dire la lune, pourquoi elle ne les avait pas encore? Donc c'est toutes ces questions qui se bousculaient dans sa tête, qui la tourmentaient, et puis elle était là timide, pas à ses copines, pas à sa grand-mère qui essayait quand même de lui raconter des histoires. Comme on le disait. Parlant même des histoires, mais je te promets que même moi, il y a des histoires ici, franchement, ma Betty, j'ai du mal à me retrouver avec. Regarde par exemple, parce que je me dis qu'en ce moment-là, je suis quand même suffisamment majeure pour comprendre certaines choses. Mais à l'âge de Marianne, elle n'avait que 15 ans. Oui. Et de telles histoires, franchement, je ne sais pas si tu me permets au moins de mettre la seule histoire à la disposition des téléspectateurs, parce que je sais que ton but, en fait, c'est de vendre ton livre et tout. Mais je pense qu'il faut quand même lire un peu une toute petite histoire. Oui, tu peux aller. Voilà, tu peux aller, on va voir. Et donc, à la Passing, par exemple, c'est Mamie qui dit ceci. Il était une fois, commença-t-elle, une jeune fille très intelligente. Elle s'appelait Marianne, son père Amadou et sa mère Marissa. À cette présentation, je tendis aussitôt l'oreille parce que l'héroïne de son histoire portait le même nom que moi et ses parents s'appelaient comme les miens. Mamie me regarda du coin de l'œil et me dit « Alors, ma petite chérie, je peux continuer mon histoire ?» « Oui, mamie, répondis-je. Marianne était belle comme une fée. Elle avait de beaux yeux et sa peau d'ébène luisait. Sa mère vendait des fruits au marché depuis le décès de son mari. » J'interrompis encore mamie en disant « Oh non, mon père vit quand même. » Oui, mais est-ce que tu ressembles à la petite Marianne de mon histoire? Me demanda-t-elle. Non, elle est plus belle que moi, répondis-je. Je l'ai appelée comme toi et ses parents comme les tiens pour te faire plaisir, ma petite Marianne. Chérie, mais tu es belle aussi, me dit-elle en souriant. D'accord, mamie, dis-moi la suite. Bien, reprit-elle, Marianne était très timide et elle avait des pouvoirs magiques que sa mère ignorait. À 15 ans, elle avait grandi vite. Elle était devenue comme un objet miroitant. Les hommes ne cessaient de lui faire la cour, mais elle s'en méfiait. Un jour, la sécheresse sévit dans son village. Pour mettre fin à cette calamité, le génie du village voulait qu'on lui donnât une jeune fille en sacrifice. Le sort désigna Marianne. Sa mère était contre cette décision. Le roi furieux la menaça. Un matin, Marianne décida de se livrer. Elle rassura sa mère en lui disant « Mère, je suis ton unique enfant. C'est difficile, mais Dieu est grand. Aujourd'hui, le génie de la forêt me réclame. Je dois y aller pour sauver le village et te sauver, mère. Prie le Tout-Puissant pour moi afin que je sois épargnée. De mon côté, je rassemblerai mes forces pour affronter ce monstre. » Elle fut habillée de blanc. Les soldats la conduisirent en forêt. Tous les villageois l'accompagnèrent. Certains pleuraient et d'autres criaient. Sa mère restait muette de désespoir, mais tous étaient persuadés qu'elle les sauverait. Marianne était seule à présent. Son cœur battait très fort. Soudain, les ténèbres plongèrent la forêt dans une obscurité totale. En plein jour, on aurait cru que c'était la nuit. Le génie apparut et tendit ses longs bras.
Marianne apprêta son épée magique à son tour. Elle la déplaça avec ses yeux et poignarda le génie au moment où celui-ci voulait arracher son cœur. Elle fut sauvée. Le génie disparut, traversa la forêt et alla s'écraser derrière les montagnes, très loin du village. Marianne rentra. Les villageois étonnés et apeurés en restèrent muets. Personne ne lui demanda ce qui s'était passé, pas même sa mère. Tout le monde fut content de son retour, mais le village continua d'attendre la pluie. Ah, dis-je, c'est une belle histoire, mamie. J'ai adoré, mais à un moment, j'en aurais pleuré. Ce n'est qu'une histoire, ma chérie, répondis-je. Mais franchement, on parle de forêt, on parle de sécheresse. À un moment, franchement, si ce n'est pas mon esprit qui me guide, je me dis, mais c'est quoi cette histoire de sécheresse? C'est quoi cette histoire de forêt? C'était simplement pour fatiguer la petite. Parce qu'il était difficile comme ça quand même. C'est difficile de comprendre ce dont elle parle. Est-ce que ça résout ses problèmes? Est-ce que ça répond à ses questions? Ce n'était pas vraiment la solution. Mais je voulais ressortir quand même ce côté éducatif de nos contes en Afrique. On raconte juste pas pour raconter. Ouais. Et les contes ont toujours une leçon de morale à la fin. Parce qu'on a quand même vu Marianne qui refoulait Mustapha au début. Mais après la puberté, on a vu que Marianne quand même donnait une certaine occasion à Mustapha de l'approcher. Oui. Donc cela donnait à réfléchir. Est-ce que c'était l'effet de la puberté? Gros point d'interrogation. Mais ce qui est sûr, Marianne aussi, au moment, il a fallu que la grand-mère soit là, il a fallu que le papa intervienne. Ouais. Parce qu'elle, entre griffes, qui n'osait pas ses parents, qui respectait quand même ses parents, on a vu que pour Mustapha, elle commençait quand même à en abuser avec des sorties nocturnes. C'est une crise d'adolescent. On a besoin on a la volonté de s'affirmer, on a la volonté de dire qu'on a grandi et qu'on est permis à tout, alors que c'est un moment où on doit être cadré et conseiller et c'est orienté. Donc on grandit aussi avec les sens, le corps, les pulsions sexuelles, ça arrive. On dit chez les hommes, quand c'est les règles qui arrivent chez les hommes à l'âge adolescent, les garçons aussi découvrent le sperme, ils découvrent l'érection, donc eux aussi se posent des questions. Donc le développement physique, ça vient avec tout ce côté-là. Donc il faut vraiment quelqu'un. Voilà, le temps. Bon, tu as vraiment besoin de quelqu'un qui te conseille, qui essaie de t'orienter, qui te dit écoute, c'est vrai que tu vas devenir femme parce que tu as tes règles, mais attention, c'est la période la plus critique aussi parce que tu ne connais pas des choses sur la sexualité, tu ne sais pas comment ça se passe. Il faut essayer de te cadrer quand même. Dans les cadres. Voilà, et attendre que tu sois un peu sur des bonnes personnes pour te conseiller. Tu feras ce que tu ne dois pas faire. Justement. Et quand on est adolescent, voilà, il faut quand même savoir qu'il y a des enfants qui font le sexe sans savoir pourquoi ils le font. Ouais. Voilà, c'est parce qu'ils ont vu quelque part comment ça se passe. Et actuellement, la technologie est tellement développée que tu peux aller sur l'Internet, tu découvres un film pornographique et tu as d'où la nécessité, nécessité pour les parents, justement, de discuter avec les enfants. Parce que si tu ne parles pas à ton enfant, tu restes à la maison, tu penses que tout est tabou, tu te dis que tu es africain, tu te dis que tu dois respecter les valeurs culturelles africaines. C'est bien, mais après, si tu ne fais pas en sorte que l'enfant comprenne ce qu'il attend, après, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. C'est un monde d'interdépendance et d'interconnexion. Aujourd'hui, il suffit juste de faire un petit tour sur la toile. Tu as 1000 francs, tu t'achètes une connexion. Ben, tout ce que tu as envie de voir, tu vois tout de suite. D'où la nécessité pour les parents aussi d'échanger, de communiquer avec les enfants. Ma bêtise, c'est important. C'est pourquoi moi, je ne cesserai franchement pas de te remercier par rapport à ce courage-là, par rapport à ce travail-là que tu as battu dans ce livre. Parce que ce livre vient vraiment à son temps. À son temps, parce qu'aujourd'hui, les parents ont du mal à communiquer avec les enfants. Je me dis qu'avec de tels livres, les parents qui ont le complexe d'aborder le sujet lié au sexe, lié à la sexualité, je pense que de tels livres, ton enfant qui a 10 ans, avant même qu'il n'ait ses 12 ans, qu'elle n'ait plutôt, parce qu'en général, on parle des filles, avant qu'elle n'ait ses 12 ans, ses 13 ans, si elle est déjà orientée à la base, je pense qu'elle ne sera pas surprise pour la première fois qu'elle aura ses règles, ma Betty. Franchement, je t'en remercie beaucoup. Et c'est un travail énorme, que tu as fait. C'était une façon pour moi de contribuer à l'éducation, à la promotion de la jeune fille, parce que
On dit l'émancipation d'abord, ça commence par la connaissance de soi. Ouais. Voilà. Il faut que les filles aillent à l'école. Et on sait qu'avec la grossesse et les règles, il y a des filles qui ne viennent pas à l'école. Et quand elles accouchent, elles n'ont plus envie de retourner à l'école. Et il y a d'autres, quand elles sont en règle, en période, soit c'est des douleurs, soit elles ont peur qu'une tache apparaisse sur leur tenue. Donc elles restent à la maison. Donc c'est mieux de leur expliquer comment ça se passe et comment se protéger. Bon, c'est pas un mal en soi avoir ces règles. C'est devenir femme, c'est ce qui fait de nous femmes. Ouais. Voilà, parce qu'on est appelé un jour à porter un enfant. Ouais. Donc il faut expliquer aux jeunes filles, tu n'as pas besoin de C'est cesser d'ailleurs la un cours. condition sine qua non en Voilà, fait, voilà. pour qu'on puisse faire un enfant. Un enfant, oui. Marianne avait de quoi avoir peur, même si d'une part, elle-même sa peur là, elle ne pouvait pas l'expliquer. L'expliquer, ouais. Mais après, justement. c'est quelque chose quand même, il faut avoir peur si tu n'as pas. Donc il ne faudrait même pas se gêner parce qu'on a ses règles. Il ne faudrait pas être complexé parce qu'on a ses règles. C'est ce qui prouve qu'une femme est femme. C'est ce qui prouve qu'une femme, que cette femme-là, en tout cas qui a ses règles, est appelée à faire des enfants. C'est pourquoi il est très complexe, il est très difficile d'être femme et de ne pas avoir ses règles. En tout cas, téléspectateurs, vous qui venez de prendre le train en marche, sachez simplement que c'est votre émission Belles Lettres. Et aujourd'hui, nous recevons comme invité Mabéty Souma. Le livre du jour, c'est En attendant la lune. Mais Mabéty, en général, je me pose souvent cette question. Je me dis, mais qu'est-ce qui a le plus motivé Mabéty à écrire un tel livre? Est-ce qu'elle en a été victime personnellement? Est-ce qu'elle a des personnes, en tout cas, qui sont venues lui raconter, en tout cas, leur histoire? En tout cas, je me demande vraiment, mais qu'est-ce qui a pu inciter? Parce que c'est des choses que beaucoup de personnes vivent. Mais toutes ces personnes-là ne se sont pas mises à la tâche. Je me dis, mais pourquoi c'est venu de Mabéty, en fait? C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois. À chaque fois que j'interviens dans les écoles, on me demande, est-ce que tu as vécu la même chose? Je n'ai pas vraiment vécu la même chose. Ouais. J'ai constaté le problème, c'est un constat, parce qu'on avait des copines à l'école qui ne venaient pas quand elles sont en règle. Tu l'appelles, on dit, ah, oh, par exemple, Kadiatou n'est pas venue aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, elle a eu ses règles, donc elle ne peut pas venir, soit elle a mal au ventre, soit... En tout cas, on avait des arguments comme ça. Donc c'est un constat que j'ai fait. Et moi, j'ai grandi dans un milieu sous-sous, parce qu'avec des parents sous-sous, voilà, donc je n'avais personne pour m'expliquer que j'allais avoir mes règles. Mais comme je voyais mes grandes sœurs qui achetaient des cotons, L'enfant curieux. Et il y a d'autres qui utilisaient des serviettes traditionnelles qu'elles essayaient. Tu les vois tout le temps en train de nettoyer, et puis il y a un son, cette couleur bizarre, et tout de suite. J'ai dit à ma grande-sœur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu laves ça tout le temps et puis tu mets dans ton supermarché? Elle me dit, ça, c'est pas une question pour les enfants. Okay. Voilà. Et à l'époque, je devais le savoir aussi. Elle pouvait m'expliquer, écoute, ça c'est à ton tour, ça va t'arriver aussi, tu vas faire la même chose. Donc, j'ai remarqué, j'ai constaté que c'est des sujets dont on ne parlait pas, même en cours de biologie. On dit juste, comme en 10e année, que les règles vont venir à tel moment. Il n'y avait pas de détails parce que même à l'école, il y a un tabou qui tourne autour. Il y a même des enfants qui voient leurs règles avant la 10e année. Avant la 10e année, justement. Donc, parce que moi, j'ai connu quand même des camarades en salle de 8e qui avaient déjà leur menstrues. Justement. Et c'était vraiment tout autre. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est trop tard, la 10e année. C'est trop tard pour qu'on le sache. À partir du collège déjà, et de la 6e année, on doit commencer à enseigner aux enfants qu'à 12 ans, à 13 ans, en fait, ça dépend du physique de la personne parce qu'on ne se développe pas de la même manière. Il y a d'autres qui ont leurs règles à 10 ans, il y a d'autres qui ont à 12 ans, à 13 ans, il y a d'autres qui l'ont tard à 15 ans. Comme Marianne. Comme Marianne qui a eu ses règles à 15 ans. Donc il faut les expliquer que ce n'est pas, il y a rien, on ne doit pas s'inquiéter. Ça va venir quel que soit le temps, mais ça suit ton corps. Il suffit juste que ça se développe pour que tu l'aies tout de suite. Donc c'est venu d'un constat, je me suis dit, écoute, si je dois écrire, ce n'est pas seulement pour le plaisir d'écrire, mais il faut écrire quelque chose pour apporter l'évolution de la jeune fille. Et cela m'amène encore une fois, parce que souvent j'aime parler d'Alexandre Solzhenitsyn qui dit que toute littérature qui n'ose communiquer à la société ses propres souffrances et aspirations, qui n'est capable en tout cas d'apercevoir à temps les dangers sociaux et moraux qui la concernent, ne mérite pas le nom de littérature. Quand on écrit, ça doit pouvoir contribuer en tout cas à l'évolution de la société.
Ça doit pouvoir en tout cas faire en sorte que d'autres résolvent leurs problèmes à travers vos écrits. Vraiment, chapeau pour toi par rapport à cela. En fait, quand on voit ce livre, hein, il est très très peu volumineux. On se dit non, mais il est très peu volumineux. On se dit non, ah, même moi, si je veux, là, je vais écrire ça vite, vite. C'est rien du tout. Mais moi, je sais que cela a dû te prendre énormément de temps. Oui, ça a pris énormément de temps. Ça m'a pris 4 ans. Ouais. 4 ans. Ça m'a pris 4 ans pour le finir. En fait, je n'ai pas écrit tous les jours. Oui. Parce que des fois, tu manques d'inspiration. Tu as la page blanche et tu es confronté à comment traduire tes idées en écrit, ainsi de suite. Donc, à un certain temps, tu fais une pause, après tu reviens là-dessus. Quand tu as une petite idée, tu reviens, tu réécris, ainsi de suite. Après, tu donnes aux gens pour le feedback, la lecture. Qu'est-ce que tu penses de mon sujet? Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai écrit? L'écriture, la construction, les fautes grammaticales. Donc, tu as besoin d'un feedback des autres. Tu envoies, la personne prend son temps, corriger. Mais en général, il y a d'autres qui ne sont pas de bonne foi. Hein. Quand tu vas, on te dit, ben, toi, tu penses que tu es qui? Tu penses que tu seras Senghor de la Guinée? Ah oui. Benjamin, ne t'essaye pas, tu veux jouer à quoi là? Et parfois on dit, écoute, il y a des phrases qu'on utilise, c'est carrément typique aux Guinéens. Donc comme tu écris pour les Guinéens, c'est possible qu'ils comprennent ce que tu es en train de dire. Mais moi je me disais parfois, quand j'avais ces critiques-là, je me dis, écoute, c'est pas comme, je ne veux pas écrire comme les Guinéens parlent français. Je veux écrire pour que tout le monde essaye de comprendre le message que je veux passer. Donc je ne veux pas écrire dans le langage typique aux Guinéens. Je veux écrire pour tout le monde, pour que chaque personne, que ce soit en Inde, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire, qui ont leur jargon, que ce soit au Sénégal, qui parlent souvent Wolof. Donc il faut que tout le monde comprenne le message, puisque le problème, c'est africain. Et tu sais déjà, même en Inde, dans les autres pays, ça se passe. C'est un sujet tabou partout. Mais c'est pire en Guinée ici. Il faut écrire de telle sorte que même un autodidacte puisse lire tes écrits. Je pense que c'est comme ça que tes messages pourront porter fruit. Mais si tu écris, tu mets des mots compliqués, même celle qui est censée être l'animatrice littéraire compétente, si elle est partagée entre le dictionnaire et le livre, je pense que cela ça prend énormément de temps et ça fait, à chaque fois, on a une interruption pour regarder un mot dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce que ça veut dire, quel est son contexte, parce que les mots, ça dépend du contexte de la phrase. Tu ne vas pas prendre la définition d'un mot pour dire, attends, ça c'est le sens. Il y a toujours un sens, le sens d'un mot, c'est dans le contexte utilisé. Donc, c'est peut-être pour la jeunesse aussi. Et la jeunesse, ça, comme les adolescents, il faut avoir un langage très accessible pour qu'ils comprennent. Et c'est aussi promouvoir la lecture, parce qu'en fait, quand un élève prend un livre et essaye de le lire, il y a trop de mots compliqués, il n'aura pas envie de continuer jusqu'au bout de l'histoire. Donc il faut utiliser des phrases simples, des mots simples et pour les attirer vers le livre. Franchement, ma Betty, merci d'avoir pensé aux jeunes adolescentes, parce qu'il faut dire que c'est important. Ces enfants-là, aujourd'hui, sont sans repère. Les parents... Moi, j'aime bien qu'on soit fidèle à nos valeurs culturelles africaines. C'est pourquoi je me bats tant bien que mal pour que j'apparaisse de façon africaine dans mes émissions. Mais des fois, il y a de ces africanaités. Je pense qu'on doit les revoir parce que si ça doit en tout cas compromettre l'avenir d'un enfant, parce que ne pas dire à l'enfant ce qui doit lui arriver demain, c'est... Pour moi, en quelque sorte, c'est de le sacrifier. Et c'est pas bien. Alors, ma Betty, c'est vrai qu'on aura beaucoup de choses à dire. Tu vois, ce livre, il est peu volumineux, mais je te promets qu'on peut passer toute une journée en train de parler de celui-ci. Parce que le sujet, vraiment, il est tellement vaste qu'on ne pourra pas tout dire. Et comme tu l'as dit, on ne va pas rentrer dans les conditions dans lesquelles la petite, elle a vu la lune et tout point d'interrogation. Nous renvoyons ces millions de téléspectateurs qui nous suivent maintenant vers les éditions Gandal, en tout cas, à se procurer de ce livre. Mais quand même, merci vraiment à toi. Peut-être que tu as un petit message à passer rapidement avant de clôturer cette émission. J'aimerais juste te remercier encore, comme je l'ai dit au début, pour cette invitation. Et ça promouvoit quand même les auteurs guinéens et ça nous encourage à aller de l'avant, à écrire beaucoup plus de livres pour la jeunesse. Et aussi encourager les jeunes qui ont envie d'écrire, de venir à l'écriture. C'est pas mystique, c'est pas... En fait, c'est pas sorcier. Juste, voilà, c'est pas sorcier. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il faut avoir une histoire à raconter. Il faut avoir une histoire à raconter et il faut être ouvert aux critiques, aux suggestions, et ainsi de suite. Et je remercie de Passage Gandal aussi, parce que Marie-Paul a été tout le temps là pour me coacher, pour m'expliquer comment ça se passe. Même après la résidence d'écriture, elle était là quand même
à m'expliquer pas à pas les techniques de l'écriture. Je remercie de passage aussi mon mari qui a été quand même bien un sûr, prof. il ne faut pas oublier le mari, sinon prochainement, il n'y a pas de sortie pour des émissions. Hein. Donc, je le remercie. Il a été aussi là à m'aider à comprendre comment je devais construire mes phrases. Parce que parfois, j'avais des idées qui venaient d'un coup, comme si ça tombe. Donc, lui aussi, il a été là. Il m'a soutenu. Il m'a aidé à corriger, ainsi de suite. Donc, lui aussi, je remercie. Et à peu près, je crois Voilà. que... Mais de passage, ce livre coûte combien déjà? Parce que c'est pas cher du tout. Hein. C'est pas cher, c'est à 25 000. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est sur l'Amazon, c'est sur AfriLivre. Tu peux acheter et on te livre directement. C'est 25 000, c'est pas cher. Ça En fait tout cas, combien de... Mabéty, merci d'être venu. Merci On à se toi. reprend très prochainement. Inch'Allah. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. La lecture, nourriture de l'esprit. Vrai moyen de culture. Mais voilà, mesdames et messieurs, c'était pour vous Mabéty Souma sur ce plateau de l'émission Belles Lettres sur la télévision nationale. Aujourd'hui, nous avons parlé de son livre intitulé En attendant la lune. Et donc, vous qui avez suivi cette émission du début à la fin, vous avez certainement compris qu'il est important de communiquer entre mère et enfant. Il est important de communiquer entre parents et enfants, bref, surtout quand il est à l'approche de la puberté. Je pense qu'en tout cas qu'il faut instaurer le dialogue en famille. C'est important parce que c'est à cet âge-là que l'enfant peut emprunter le bon chemin. C'est à cet âge-là que l'enfant peut dérouter. Tout le plaisir en tout cas a été pour moi de vous servir au compte de cet autre numéro. On se reprend la semaine prochaine si Dieu le veut bien. En attendant, prenez soin de vous et surtout merci à l'équipe d'Africa Media de nous avoir accompagnés dans cette production. Portez-vous bien, vous êtes les meilleurs. Au revoir. La lecture, nourriture de l'esprit. Vrai moyen de culture. La lecture.